Et le premier dossier du jour, le deuxième dossier du jour, c'est justement la classe moyenne en RDC. Est-ce un rêve toujours lointain? Sur ce plateau, Kodjo Ndoukouma, juriste et chercheur, et également Nico Minga. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Mais avant de commencer, le rappel des titres qui font la une de l'actualité ce soir. La deuxième édition de la conférence sur les mines a débuté ce lundi à Goma, au Nord Kivu. Le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo qui a ouvert les travaux a exprimé la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions sociales des populations à travers une bonne gestion des ressources minières. Le calendrier des travaux, le projet des calendriers des travaux de la session ordinaire de mars 2014 a été adopté ce lundi en plénière à la Chambre basse du Parlement congolais. Les élus du peuple ont débuté le travail pour favoriser la production législative. Le monde entier célèbre ce lundi la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le thème retenu cette année est zéro décès dû à la tuberculose chez l'enfant. Et en RDC, une manifestation officielle a été organisée par le programme national de lutte contre la tuberculose. Et les journées portes ouvertes à l'hôpital du Cinquantenaire ont débuté ce lundi. Elles vont s'étendre jusqu'au 2 avril. Toutes les couches de la population sont invitées à visiter cette belle œuvre telle que souhaitée par le président de la République qui a inauguré samedi dernier l'hôpital du Cinquantenaire. Voilà, ce sont les titres qui font la une de l'actualité et qui font pratiquement l'ossature de la grande édition du journal qui sera présentée tout à l'heure par Grace Mouton-Collet. Sur ce plateau, Kodjo Ndoukouma, il est juriste et chercheur, également Nico Minga, entrepreneur, avec qui nous allons aborder ce sujet concernant la classe moyenne en RDC. Je commence par vous, Monsieur Kodjo, vous êtes également professeur à l'université. Est-ce que la RDC peut se targuer d'avoir finalement une classe moyenne? Bon, je précise que je suis doctorant à la Sorbonne et que je n'ai pas encore de charge horaire à l'université pour le moment. Merci pour la correction. Oui, mais la classe moyenne, en fait, c'est cette catégorie des gens qui se situent dans un revenu intermédiaire entre les personnes très riches qui ont une capacité d'épargne très élevée, parce que la richesse, en fait, c'est la capacité d'épargne, et les personnes qui sont pauvres, ça veut dire qui n'ont même pas la capacité d'épargne et qui n'ont même pas la possibilité de subvenir à leurs besoins. Ça veut dire que la classe moyenne ne peut exister qu'en fonction d'une masse critique des personnes qui disposent des revenus suffisants pour couvrir les besoins essentiels de logement, d'habillement, de nutrition, et c'est ça les besoins essentiels. Maintenant, la question que vous posez, s'il existe une classe moyenne, revient à dire, existe-t-il des personnes qui ont des revenus qui leur permettent de pouvoir subvenir à leurs besoins et d'avoir une capacité d'épargne? Et pour disposer des revenus, il faut un travail ou une activité rémunérée. Donc la question nous place au centre des préoccupations d'emploi et d'organisation du marché du travail, ou encore d'organisation carrément du marché de l'offre des services ou de l'offre des biens. Et je suis heureux d'être avec un entrepreneur qui pourra, avec des données plus pratiques, nous compléter. Ça sera maintenant à lui la parole. Est-ce que vous pensez que la RDC a maintenant, parce que c'est ce que vient de dire M. Kodjo, la RDC peut maintenant se créer une classe moyenne? Merci d'abord pour l'invitation, et en même temps c'est un plaisir d'entendre ce qu'il vient de dire. La classe moyenne finalement elle est définie par rapport à un soubassement qui est la production. La production qui découle du travail. Alors on ne peut pas dire qu'on a une classe moyenne tant qu'on n'a pas les structures de production déjà en place ou structurées comme on le voudrait pour la plupart des opérateurs ou la plupart des gens qui ont cette possibilité de créer de la richesse. C'est encore en tergiversation, c'est encore en gestation, mais on peut dire qu'il y a une certaine richesse qui plane sur le sol congolais, mais il faut la sédentariser. C'est ça le mot qu'on pourrait retenir pour la soirée. On parle souvent de la redistribution de la richesse congolaise et tout ça. Moi, je parle de la sédentarisation
de la richesse congolaise, elle passe par cette classe moyenne. Mais comment Et ça, c'est par le travail, oui, et c'est par la production des richesses, comme je disais. Il a parlé de la relation entre l'offre et la demande, et même l'offre de services et des biens. Et ça, je pense que c'est un problème. Il y a beaucoup de défis là-dessus. C'est quelque chose... On se place tout de suite dans le milieu de questions qui sont liées au développement d'un pays. Alors, c'est quelque chose qui a été longtemps négligé au Congo. oui. Ça a été laissé aux opérateurs, souvent étrangers. Ça a été laissé souvent aux accointances, souvent étrangères. Mais la grande innovation, c'est que de plus en plus, on commence à voir des Congolais s'intéresser à la création des richesses localement. Et ça qui nous intéresse, que ce soit... Est-ce que justement cela doit dépendre toujours de la volonté politique? En grande partie, oui, parce qu'il y a une impulsion qu'il faut donner au niveau politique. Il y a des politiques qu'il faut mettre en place, il y a des incitations qu'il faut avoir. Vous devez savoir que dans un pays où on a eu quand même une précarité pendant longtemps au niveau de la population, ça ne se crée pas du jour au lendemain comme ça. Il faut des impulsions. Alors c'est un peu ce qui touche directement à la politique ou les milieux politiques, parce que c'est quand même eux qui décident sur la vision et les stratégies d'un pays. Et là-dessus, on s'est dit qu'il faut une impulsion claire et avec des mécanismes bien avérés. Ouais. Alors, est-ce que cela ne dépend finalement pas aussi du manque de la volonté entrepreneuriale nationale? Je rebondis par rapport également à votre question, à ce que M. Ming a pertinemment dit. C'est le pouvoir public qui donne l'impulsion. Pour avoir une classe moyenne, il faut avoir une politique d'investissement. Il faut pouvoir avoir une politique salariale pour que même si l'investisseur vient ici, qu'il ne puisse pas sous-payer les gens. Oui. Il faut également qu'il y ait, j'aime bien le mot, sédentariser les richesses. Le gouvernement a mis en place une politique des zones économiques spéciales, de sorte que partout où il y a du potentiel, oui, que ce potentiel soit exploité à ces endroits-là pour créer des pôles oui, d'emploi, de pôles de production, de sorte que la main-d'œuvre qui est répartie sur l'ensemble du pays puisse être effectivement sédentarisée à ces endroits-là. Ça, c'est le pouvoir politique, le pouvoir public qui doit le faire. Et puis, la politique de la création d'une classe moyenne procède justement de la production et donc de l'emploi. Oui. Et la production et l'emploi doivent être au centre des préoccupations macro-sectorielles, pour ne pas dire macroéconomiques. Pourquoi je le dis? On parle d'une croissance aujourd'hui qui va atteindre ou qui a pu atteindre 8%. Oui. Mais quels sont les secteurs qui sont porteurs de croissance? Ça veut dire les secteurs qui produisent le plus pour amener le plus de richesses au produit national brut ou au produit intérieur brut. Et ceci, par exemple, c'est les mines qui sont porteurs de croissance. Il faudrait s'assurer que les mines embauchent le plus de monde possible et que la machine n'a pas pris la place de la main-d'œuvre. Oui. Si, par exemple, c'est les télécommunications, comme d'après les statistiques en ma possession, ça a une croissance de 25%, rien que ce secteur-là. Oui. Est-ce que la politique qui est appliquée en matière de télécommunications est-elle une politique qui absorbe tous nos ingénieurs de l'ISTA? Ou est-ce n'est pas, comme M. Minga le disait, des gens qui viennent de l'extérieur, qui eux-mêmes, il est seul, mais les revenus qu'ils touchent peuvent permettre d'engager 10 Congolais. Donc la question qui se pose de la classe moyenne doit être au centre des préoccupations macro-sectorielles pour pouvoir impulser Alors, la question est également celle de savoir quels sont ces secteurs sur lesquels le gouvernement peut focaliser ses efforts pour finalement créer cette richesse. Avant de parler des secteurs, je reviens sur la responsabilité des Congolais. Vous avez souligné, vous avez posé une question qui est très intéressante. Oui, il y a une partie de notre responsabilité parce que nous avons déjà un défi, c'est au niveau de la culture d'entreprise même. La création, qui n'existe pratiquement pas. Qui existe... qui n'est pas très mise en valeur. Encore, ouais. On a tous été éduqués dans les moules où il faut travailler à la fonction publique, oui, ou occuper
un cadre, une fonction comme haut cadre dans le gouvernement. Et malheureusement, ce n'est que la seule façon jusqu'à ce jour où les gens se sont quand même targués la part du lion dans la société. Mais malheureusement, on se rend compte qu'on est loin en arrière. Je vous donne des exemples de pays. Bon, j'aime bien citer les États-Unis, mais en même temps, je mets un bémol pour ceux qui pourraient peut-être nous suivre aujourd'hui. L'économie des États-Unis, par exemple, on parle des 92% basés sur l'entrepreneuriat privé. Alors, ce n'est pas Microsoft, ce n'est pas Dell Computer, ce n'est pas tous les grands qui font des milliards, mais c'est mom and pop shop, comme on dit. C'est le boucher, c'est le mécanicien du coin. Et c'est ça qui fait justement la classe moyenne. C'est des gens qui ont un revenu qui est entre 35 et 70 000 dollars pour donner un chiffre. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut espérer. Et ça existe aussi ici. Oui. Les gens qui ont ces revenus-là, ça existe, mais pas sur une base de production ou sur une base d'un outil, un travail ou une entreprise constituée et qui travaille normalement. Souvent, bon, tout le monde ne peut pas faire la COP. Dans ces pays ici, pour quand même se dire les choses en face, on a eu quand même des aînés qui ne faisaient pratiquement rien, mais qui roulaient carrosse et qui avaient des belles voitures, de belles maisons et tout ça. Et j'ai envie de dire, la part des responsabilités là-dedans. L'entrepreneuriat, c'est toute une culture. Et quand vous avez des jeunes qui sortent de l'université, qui vont... moi, j'ai chassé des gens de mon bureau à des fois. J'ai eu des gens qui sont agronomes et qui viennent chercher un boulot de secrétaire dans mon bureau, dans le truc informatique et tout ça. Je les mets à la porte parce que je me dis, là, c'est quand même un peu l'aberration. Nous devons aussi avoir cette culture de créer dans notre secteur, dans nos connaissances, d'après notre expertise, de créer des micro-entreprises. Et ça, je reviens encore à dire qu'il faut une impulsion. Alors, cette impulsion-là, c'est l'environnement dont on a parlé tout à l'heure, c'est les politiques économiques, c'est aussi les incitations, et c'est aussi l'accueil et la formation et même l'encadrement des PME. Alors, on se rend compte que finalement, aujourd'hui, pour être PME au Congo, il faut connaître X, il faut être lié à tel, et puis bon, ce n'est pas comme ça qu'on crée la classe moyenne. Il faut, pour créer une classe moyenne, quand on parle de classe moyenne, on avait dit, c'est parmi les plus riches, et vous avez les moins nantis, mais entre les deux, il y a quand même c'est 80% en moyenne. Et alors justement, qui créent ces conditions de développement, justement. Alors le gouvernement préparerait une loi pour la promotion de l'entrepreneuriat, pour la création justement d'un fonds de promotion de l'entrepreneuriat local. Est-ce que ça peut résoudre les choses? J'ai un souci là-dessus, je rebondis tout de suite. C'est que, bon, le problème, c'est que le Congo, j'ai un juriste en face, il ne va pas me dire, on a toutes les bonnes lois du monde, en fait. Depuis les années 60, je peux dire, il peut peut-être me contredire, on a les lois les mieux ficelées, souvent, au sortir des indépendances, le Congo avait les meilleures lois. Si je peux me dire, tout sur papier était très bien. Mais non, le problème, c'est les animateurs de toutes ces institutions qui sont censés quand même accompagner les Congolais dans la création de richesses. C'est là où se pose un problème. On doit quand même se mettre à l'évidence dans ces pays. On a des fonds qui sont destinés, bon déjà on est un pays qui est géré que par des fonds et souvent des fonds étrangers. On a des pays... Mais maintenant, un fonds national. Un fonds national, et on n'en a pas beaucoup. Et quand vous allez auprès des institutions accréditées ou qui sont censées aider les jeunes à créer de la richesse, ils vous diront qu'on n'a pas de moyens. Mais vous allez au parking, vous trouvez des Prado neuves, vous allez dans les parkings, vous avez des véhicules qui sont à 150 000 la pièce, et qui sont là bâchés, et c'est quand même des unités de production qui sont pas exécutées. Alors, vous voyez, c'est un problème... Est-ce qu'on pensait que la création d'un fonds national de promotion de l'entrepreneuriat local est important? Bon, le bilan, on a dit beaucoup de choses très intéressantes ici, et on va essayer de voir le bilan de tout ce qui est fonds. Il y a fonds de promotion culturelle, fonds national d'entretien routier, FPI, maintenant fonds pour la promotion de l'entrepreneuriat. La question, c'est d'assurer l'accès à tous à ce fonds-là. Ça, c'est première chose. La façon dont les dossiers sont souvent déposés, on se rend compte que généralement, ce sont les personnes qui ont déjà de l'argent, qui ont accès à cela, plutôt que les personnes. Est-ce que c'est vraiment incitatif? Quelles sont les conditions?